Bienvenue dans Backstage. Pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons à Clairefontaine en Yvelines, sur le lieu de rassemblement de l'équipe de France de football, le Centre Technique National Fernand Sastre. Des séances d'entraînement au cadre de vie, tout concourt ici à stimuler les performances des joueurs. Alors pour voir à quoi ressemble la vie des Bleus à Clairefontaine, suivez le guide. L'arrivée d'un joueur à Clairefontaine est souvent chargée d'émotions. Car rejoindre le camp de base de l'équipe de France, c'est un peu le rêve de tout footballeur professionnel. Et quand je viens à Clairefontaine, voilà, c'est l'équipe de France, c'est l'équipe nationale, c'est un maillot magnifique à porter. Il y a plein de choses derrière et c'est toujours un plaisir de venir ici. Vous vous souvenez de votre première, vous, à Clairefontaine? Oui, je me souviens toujours de la première fois. Mais le rêve bleu passe d'abord par un long suspense. Nous sommes le 3 novembre 2011, au siège de la Fédération française de football. Le sélectionneur Laurent Blanc annonce la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France. Comme prévu, je vais vous annoncer la liste des joueurs qui seront concernés pour les 2 matchs du 11 et 15 novembre, France-États-Unis et France-Belgique. Alors, nous commençons par les gardiens de but. Carasso, Cédric. Lloris, Hugo. Mandanda, Steve. C'est l'une des dernières occasions d'être appelé ou de briller sous le maillot bleu avant l'Euro 2012, alors le précieux sésame est plus que convoité. Et enfin, les attaquants. Benzema, Karim. Pour les 23 nominés, rendez-vous la semaine suivante à Clairefontaine. Des petits nouveaux sont de l'aventure, parmi eux Olivier Giroud, particulièrement impatient de rejoindre le QG de l'équipe de France. Et il avait hâte de venir puisque c'était un des premiers. Comme je lui ai dit lors de tes premiers rendez-vous, on a toujours envie de venir à Clairefontaine, donc on est souvent en avance. Après, quand on devient un peu plus habitué au lieu, on arrive toujours à la bourre après. C'est très joli, c'est beaucoup d'émotions. Je prends beaucoup de photos avec mes yeux pour garder des souvenirs, mais j'espère que je reviendrai très rapidement en tout cas. J'espère que cette sélection en appellera d'autres, quoi. Bien plus qu'un décor, l'attaquant montpelliérain découvre aussi un nouveau statut, celui de star de l'équipe de France. Sollicité de toutes parts, il enchaîne les conférences de presse, bien conscient de l'importance de cette exposition médiatique. Relais d'opinion de premier ordre, les médias ont en effet une réelle influence sur l'image de la sélection nationale et la fédération l'a bien compris. Pendant la préparation des Bleus, elle organise des points presse et ouvre l'accès à certaines séances d'entraînement. Niveau jeu, aucun scoop pour les journalistes. Si Karim Benzema répète bien ses gammes face à Fabien Barthez, rien de plus normal pour l'attaquant madrilène. Il reste en effet l'atout offensif numéro 1 des Bleus. Le reste de la préparation se fera sans photo ni caméra, car l'exposition médiatique c'est avant tout une question de dosage. Il y aura d'autres jours, alors c'est la tranquillité totale, c'est une autre forme de travail, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Les entraîneurs se lâchent davantage, les joueurs aussi. Voilà, donc c'est dans cette alternance de moments un peu plus exposés ou un peu plus intimes que l'équipe de France se prépare et trouve son bon équilibre. L'intimité de l'équipe de France, c'est un peu ce que nous propose de découvrir Philippe Tournon. Nous le retrouvons pour une visite guidée de la résidence des Bleus. Bienvenue dans la résidence de l'équipe de France. Là, nous sommes dans le lieu stratégique. Le jour de rassemblement, les taxis arrivent depuis l'entrée du centre, viennent par cette allée là où un groupe de visiteurs est en train de s'acheminer. Le taxi arrive en bas et le joueur arrive et va pénétrer dans la résidence de l'équipe de France. Pour la partie histoire, la résidence est en fait l'ancien château du domaine de Montjoie, datant du XVIIe siècle.
En 1982, la fédération rachète l'ensemble aux héritiers du banquier Lazare. 6 ans de travaux plus tard, Clairefontaine devient la capitale du foot français, avec son centre technique national du football. Il est rebaptisé en 1998 Centre technique national Fernand Sastre, en hommage à l'ancien président de la fédération, qui fut à l'initiative de sa fondation. Depuis, des rénovations ont bien sûr eu lieu, mais les habitudes ont peu changé. Voilà, le joueur arrive ici sur ce tapis. Les magasiniers, Stéphane et Manu, ont déposé toutes les valises. Chaque joueur a sa valise, a son nom. Donc le joueur va à ce comptoir, l'hôtesse lui donne la clé de sa chambre, il s'empare de sa valise et après, il monte dans sa chambre au premier ou au deuxième étage. On voit que les chambres portent chacune le nom d'un champion du monde ou d'un champion d'Europe. Et là, il y a la chambre, par exemple, on tombe dessus par hasard. C'est Laurent Blanc, qui n'occupe pas d'ailleurs cette chambre en tant que sélectionneur, puisque comme une majorité de gens du staff, il est au rez-de-chaussée. Alors là, je vais vous faire visiter une chambre. C'est aujourd'hui... En fait, il y avait un couloir ici, c'est difficile de retrouver, mais sauf erreur, cette chambre dite Lilian Thuram, c'était celle de Dugarry et de Zidane pendant la Coupe du Monde. Et, voilà. En 98, si ma mémoire est bonne, Zidane était sur le lit qui était là et Dugarry sur le lit qui était plus à gauche. Voilà. Alors comment vous répartissez les joueurs dans les chambres? C'est par poste? C'est par... Non, pas du tout, non, absolument pas. Non, je vous dis, il y a un certain nombre d'habitudes au fil du temps qui se prennent et qu'on ne trouve pas nécessaire de changer. Par exemple, quand Zidane et Dugarry ont eu cette chambre dès 1994 pour leur arrivée en équipe de France, à partir du moment où il n'y a pas eu de remarque particulière, ils l'ont gardé. Je crois que jusqu'au bout, pendant les 10 ans que Zidane a été en équipe de France, ou peu s'en faut, ou 94, 2006, il a fait un petit break. Oui, je pense qu'il a toujours été là. Il y a des chambres à l'étage au-dessus, généralement, elles sont réservées aux plus récemment arrivant à l'équipe de France. Non pas qu'il y ait un étage noble et un étage moins noble, mais bon, le premier étage, généralement, on y installe des joueurs qui sont déjà des joueurs cadres de l'équipe de France, quoi. Vous l'aurez compris ici, tout est fait pour mettre les joueurs à l'aise. Un bien-être déterminant, car au plus haut niveau, il rime souvent avec performance. Pas de grasse mat pour autant, les joueurs sont attendus entre 8 et 10 heures pour le petit déjeuner, voire entre 8 et 9 heures lors des grosses journées. Ils se rejoignent ensuite dans le vestiaire avant d'attaquer l'entraînement. Alors là, c'est un autre lieu stratégique de la vie de l'équipe de France, puisque tous les jours et parfois 2 fois par jour, les joueurs viennent dans ce vestiaire se changer et écouter les mots du coach avant d'aller soit sur le terrain Pibaro, soit sur le terrain Michel Platini. Le vestiaire, c'est le lieu sacré de l'équipe, hein, que ce soit le match, l'entraînement. C'est là que la confrérie se regroupe, se resserre, se reforme à chaque fois. Les discussions à table dans les chambres, c'est une chose. Quand le joueur est en tenue de travail, disons, tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde va taper le ballon, on va travailler. Ouais, c'est des moments uniques. Et dans les vestiaires, c'est assez simple de venir la première fois, d'être entouré de... Je ne crois pas. C'est comme la première fois qu'un cadre assiste à une réunion de direction. Il y a des affinités, il faut trouver ses marques. Il y a des places plus ou moins attitrées, il faut être vigilant. Je pense que comme dans chaque activité, la première fois, on est un peu sur la pointe des pieds, on ne la ramène pas trop et on l'écoute, on l'observe beaucoup. C'est ce que m'ont dit Olivier Giroud, Maxime Gonalon. Pas facile donc de trouver sa place pour les petits nouveaux. Les anciens le savent bien et n'hésitent pas à les mettre à l'aise. Pour s'intégrer, Olivier Giroud peut déjà compter sur la complicité de Franck Ribéry, mais aussi sur les traditions. Oui, il aura droit à un petit bizutage, mais vous savez, ça c'est le lot de tous les nouveaux joueurs. Il remplira son bizutage sans problème. Il n'a qu'à apprendre une chanson par exemple. Et pour sa première sélection face aux États-Unis, le joueur de Montpellier semble plutôt inspiré.
Chanson française, une chanson américaine? Française, vieille chanson française. Joe Dassin. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter. Mais pour entendre Olivier Giroud chanter du Joe Dassin, il fallait être ici, dans le salon Roger Lemaire, lors de son premier dîner à Clairefontaine. Donc la grande table ovale, il y a les 20, 21, 22 ou 23 joueurs. Là aussi, il commence à y avoir des habitudes. Franck Ribéry doit être par là, si je me souviens bien. Steve Mandanda est toujours au bout là-bas. Avec Hugo aussi, il y a une espèce de confrérie des gardiens. Vous l'aurez remarqué, chaque pièce de vie de la résidence porte le nom d'un illustre ancien de l'équipe de France. De quoi faire rêver la relève et réveiller ses ambitions. Les chambres de champions du monde côtoient ainsi Roger Lemaire ou encore Raymond Coppa, salon où Laurent Blanc décortique vidéo à l'appui le jeu des équipes adverses. Concernant le lieu de vie central des Bleus, une petite idée? Sans surprise, il rend hommage à Aimé Jacquet, l'unique sélectionneur tricolore à avoir remporté la Coupe du Monde. Donc là, c'est une salle de vie, il y a un grand écran de télévision. Les soirs de match, il y a pas mal de monde, on tourne les fauteuils vers l'écran, on regarde. Et là, ce sont également des petits lieux où se forment des petits groupes, se font, se défont, avec un billard. Dans cet espace devant la porte vitrée, généralement, il y a une table de ping-pong. Voilà. Et des fois, il y a un baby-foot plus à gauche encore. C'est selon, ça dépend le nombre de jours qu'on passe ici, ce que demandent les joueurs. Voilà. Cet espace a été particulièrement important pour la cohésion du groupe, j'imagine. Toujours, c'est comme dans une famille, comme dans une maison. Toutes les mêmes pièces n'ont pas la même valeur, mais chacune contribue à une certaine heure du jour, à certains moments de la vie du groupe. C'est là qu'on croise quelqu'un, mais tiens, j'ai un truc à te dire, et puis on l'emmène, on s'assoit là. Ils sont chez eux ici, c'est ça qui est important. Créer un esprit de famille, c'est bien l'objectif de Laurent Blanc. Car au-delà des entraînements et de la préparation physique, le jeu de l'équipe de France dépend également de la cohésion du groupe. On essaye de faire ça. On essaye de former une équipe de club avec l'équipe nationale. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des grands monsieur du football qui l'ont dit. Si on arrive à faire ça en équipe nationale, malgré le peu de temps que l'on passe ensemble, c'est déjà une bonne chose de faite. On essaye. Plus que le jeu, c'est donc également l'ambiance du groupe que l'on travaille à Clairefontaine. Des entraîneurs à l'équipe médicale, en passant par le cuisinier, ils sont une vingtaine de personnes à s'assurer du bien-être des joueurs. Récupération physique, détente, convivialité, aucun détail n'est négligé pour permettre aux joueurs de se libérer sur le terrain. Entre eux, la complicité est bien là, les surnoms fusent jusque sur le tableau des soins. Adilus, c'est Adil Rami, Maloudinho, c'est Malouda évidemment. Après le fiasco du mondial sud-africain, les médias ont parlé d'un chantier de reconstruction de l'équipe de France. À Clairefontaine, Laurent Blanc semble en avoir posé les fondations.